Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Pierre de Villeneuve. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes le président de Debout la France. Vous avez retrouvé votre mairie de hier dans l'Essonne en mars dernier, élu à 79,84%. Et vous venez de publier chez Fayard 2027, La liberté ou la mort, à titre choc, programme choc, que vous révélez à la fin, page 269 du livre. Ça ne veut pas dire qu'il faille y aller directement, car entre-temps, dans le livre, vous posez le diagnostic du pays au détour d'anecdotes vécues avec des hauts responsables politiques. Vous dénoncez ce qui aurait pu être considéré comme des scandales d'État, mais qui, sous couvert des politiques menées, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, ont été présentés, on va dire, autrement. Dans une France impuissante, une économie à l'os, vous dessinez une trajectoire possible, mais qui nécessite à tout le moins des compromis, si ce n'est des sacrifices. Vous voulez toujours à terme une sortie de l'Union européenne, le tout dans un climat politique de ras-le-bol et paradoxalement dans lequel une quinzaine de présidentiables se déclarent alors que les Français sont très très inquiets, voire très pessimistes. Pour vous interroger ce matin, Clémence Lemestre des Échos. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je commence à dessein cette émission en évoquant, on reviendra aux polémiques de la semaine tout à l'heure, en évoquant la fin de votre livre, car cette partie qui en réalité est votre programme présidentiel pour 2027, ramené sur 20 pages, nous permettra ensuite justement d'évoquer tous les sujets d'actualité. Après un diagnostic, je le disais, de l'état de la France, la restitution de conversation que vous avez eue, page 269, à travers un nouveau président fictionnel qui arrive et qui prend la parole en 2027, et qui donnerait, selon l'expression, un coup de pied dans la fourmilière. Ce coup de pied, beaucoup de Français le veulent depuis des décennies. Mais pourquoi on ne l'a toujours pas fait, ce coup de pied dans la fourmilière ? Ça paraît, quand on vous lit, assez limpide, en fait. Mais parce que je raconte dans le livre, et j'ai écrit ce livre, pour, en fait, réfléchir moi-même à ce que j'avais vécu pendant plus de 20 ans, à cette démission de tous ces pouvoirs politiques que j'ai côtoyés. Et j'ai écrit ce livre pour essayer de comprendre, en fait, en reprenant pas à pas ce naufrage. Et pourquoi ? Pour répondre à votre question, tout simplement parce que nos dirigeants politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont abandonné dans leur tête. Ils ont abandonné. Mais quand ? Au fur et à mesure du temps, je raconte Nicolas Sarkozy, qui est élu triomphalement, et qui se couche devant l'Allemagne et l'Union européenne, et qui bafoue le vote des Français de 2005. Avec le traité de Lisbonne. Avec le traité de Lisbonne, ce qui est le début d'une coupure terrible entre le peuple français et ses élus. Et puis je raconte ensuite François Hollande qui théorise l'impuissance. Et puis ensuite je raconte Macron qui en fait, lui, liquide l'idée même de la France et passe à la souveraineté européenne qui est fictive pour moi. Et je raconte tout ça concrètement. Pourquoi ? Pas pour désigner des cibles, simplement pour que les Français, en lisant mon livre, comprennent que le problème est psychologique et presque mental. Quand nos dirigeants abandonnent et gouvernent contre le peuple français, contre le peuple, qu'ils méprisent à ce point le suffrage universel, par exemple l'immigration, refus systématique d'un référendum. Mais même tout récemment, le Parlement vote la suppression des ZFE. Vous savez, les ZFE, ces zones d'exclusion des automobilistes en ville. Eh bien, le gouvernement fait tout pour essayer de faire annuler par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le problème de fond pour moi, préalable même à la soumission à l'Union européenne, c'est que depuis 30 ans, les gouvernements systématiques croient faire le bien des Français malgré eux. Et on ne peut pas gouverner contre un peuple. De Gaulle avait compris. Mais la Ve République, c'est justement le pouvoir du peuple pour débloquer le pays. Vous nous avez donné deux repères temporels. D'abord, vous avez dit Sarkozy, une vingtaine d'années. Mais en fait, quand on vous lit, ça recommence. C'est antérieur. Le moment de bascule à vous lire, c'est finalement le moment Philippe Séguin. Oui. Les années 90. Voilà, au début des années 90, la France aurait pu à quelques reprises prendre une toute autre trajectoire et elle ne l'a pas fait. Et votre parcours, en quelque sorte, c'est que vous avez accompagné cette trajectoire parallèle plutôt que celle de la caste dirigeante. Oui, j'étais l'ami de Philippe Séguin, je l'ai servi tout jeune, avec total engagement, et il a calé. Et je raconte d'ailleurs comment il a calé. Comment, vis-à-vis de Jacques Chirac, il a vu que Jacques Chirac allait tout abandonner. Sauf heureusement le courage sur l'Irak. Et Philippe Séguin est mort de chagrin, et je l'explique dans le livre. Mais ce qui est très intéressant pour moi, il faut comprendre ça pour pouvoir maintenant résoudre les problèmes.
pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce qu'un problème, j'avais une institutrice étant jeune, un problème bien posé est à moitié résolu. Tant qu'on n'a pas compris que depuis 30 ans, on gouverne contre le peuple, on soumet le pays, on le déresponsabilise totalement, et cette classe politique a donné le volant, elle est passée sur le siège du passager, elle a donné le volant à des institutions non démocratiques, corrompues, bruxelloises, qui dirigent le pays. Elles sont démocratiques, les institutions de Bruxelles. Non. Il y a des votes qui ont été faits pour les traités de Bruxelles. Il y a un traité qui a été signé en 93, il y a eu d'autres traités qui sont signés tout à l'heure. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, je comprends très bien votre point de vue sur la Constitution européenne, je reviens sur Nicolas Sarkozy, est-ce que d'ailleurs Nicolas Sarkozy, au moment où effectivement il fait revoter, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, ce que disait Mathieu? Est-ce que la matrice est déjà tellement énorme qu'il n'a pas d'autre choix que de faire voter pour être dans l'Europe? Qu'est-ce qu'aurait été la France sans la Constitution européenne et sans le traité de Lisbonne? Elle aurait été un îlot que vous dessinez d'ailleurs dans le livre. Est-ce qu'on aurait pu tenir face à une Europe qui aurait été justement avec, comme vous le dites d'ailleurs, liguée avec, puisque vous utilisez le mot liguée, avec les États-Unis et la Chine? De quoi parle-t-on? Il y a eu une Europe avant l'Union européenne, avec du libre-échange et sans union. Non, il y a eu une Europe. Il y a eu la communauté européenne. Il y a eu une belle Europe qui a marché. Chacun avait ses frontières, sa monnaie, ses lois, et il y a eu la réconciliation franco-allemande, il y a eu les 30 glorieuses françaises, où la France avait la liberté de manœuvre et coopérait avec ses voisins. Il y a eu une Europe qui n'était pas trop nombreuse, où il y avait une politique. Donc, c'est faux de dire que refuser la soumission à une Europe technocratique, bureaucratique, soumise à la Chine et aux États-Unis, totalement impuissante, refuser ça, c'est pas s'isoler des autres. C'est ça la grande confusion. Et c'est contre cela que je me bats depuis tant d'années. Et je pense que les Français aujourd'hui, à mesure qu'ils sont étouffés par cette Europe-là, commencent à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux exemples. Un sur l'économie, le Mercosur. Toute la classe politique française reconnaît que ce Mercosur va tuer notre élevage, notre agriculture, nos paysages, nos campagnes. Tout le monde le reconnaît. Il n'y a pas que moi. Et ils se couchent tous. Ils acceptent. Parce que et vous avez un président qui a dit un coup oui, un coup non sur le Mercosur. Qui s'est écrasé. Et parce que la France a été minoritaire. Parce qu'elle a accepté, et c'est ancien, c'est Chirac qui l'avait accepté, elle a accepté dans un traité que les questions agricoles, on perd le droit de veto. À partir du moment où on a abandonné le droit de veto sur des questions fondamentales, on est devenu actionnaire minoritaire. Et plus on a élargi le système, plus nous sommes minoritaires. Donc, une majorité d'États prennent des décisions contre nos intérêts vitaux. Un autre exemple. La France est affaiblie, qu'elle n'arrive plus à s'imposer à Bruxelles. Si la France était en bonne santé économique, elle serait bien plus écoutée à Bruxelles. Et donc, c'est aussi un jeu entre les 27. Et quand vous dites que si la France était toute seule, le marché unique, ça permet quand même de vendre les produits qu'on produit, de les vendre pas cher. Ce n'est pas que négatif, l'Europe, en fait. Je viens de vous expliquer qu'il y a une Europe qui a marché, c'était un marché, des règles, mais chacun gardait sa liberté de manœuvre. Donc je ne refuse pas ça. Je dis juste qu'à partir du traité de Lisbonne, à partir d'un virage qui a commencé déjà à Maastricht, on est passé dans un système supranational qui joue ouvertement contre les intérêts de la France, que nos dirigeants politiques se sont couchés au fur et à mesure du temps, se sont mis en minorité, et qu'aujourd'hui les Français le payent très durement parce que nous ne sommes plus capables de résoudre nos problèmes avec ces règles-là. J'ai parlé du Mercosur, l'immigration. Le gouvernement espagnol régularise 500 000. Bon. Même Bruno Retailleau, qui défend cette Europe-là quelque part, même Bruno Retailleau dit qu'il faut mettre... S'y oppose, vous êtes injuste. Il est entre les deux. Ce n'est pas le plus eurolade. C'est pas le plus eurolade, mais enfin, il reçoit toujours Manfred Weber, il est dans le PPE, etc. Mais même lui, il reconnaît, il dit, on ne peut plus jouer, il faut mettre au banc l'Espagne. Mais si vous jouez dans ces règles... Attendez. Aussi l'Italie, du coup, qui a aussi régularisé. Là, c'est Retailleau qui dit qu'on met. Mais si ça veut dire quoi? C'est la preuve par l'exemple qu'un pays qui ne maîtrise pas ses frontières, qui ne maîtrise pas son droit, ne pourra pas résoudre le problème migratoire. C'est simple, on en a la preuve. Et ce que j'ai voulu dans ce livre, et c'est la partie 2 qui s'appelle Indépendance, la première partie s'appelle Démocratie, parce que c'est la base de tout. Ensuite, Indépendance. Pourquoi? Parce que si on ne retrouve pas notre liberté de manœuvre, minimum,
nous ne pourrons pas résoudre notre problème agricole, notre problème industriel, notre problème énergétique, notre problème migratoire, notre problème sécuritaire, puisque nous sommes sous l'influence de la Cour de justice. Il n'y a pas d'autre moyen que de la sortie de l'Europe. Alors, c'est la question que je me suis posée longtemps. Vous posez la question, je pense, le cœur de la question. Parce que les Polonais, par exemple, et vous en parlez, ils sont sortis de la zone, enfin, ils sont jamais rentrés dans la zone euro. Alors, vous posez la question clé. Longtemps, je me suis dit, il suffit de changer le syndic de copropriété de l'immeuble. On a enlevé les portes, les fenêtres, c'est un squat géant, il y a des charges abominables. Et je me suis dit longtemps, et en 2019, j'ai fait campagne européenne, moi je vais être franc, en disant on va changer le syndic. Mais aujourd'hui, je vois qu'on est passé à une autre phase, c'est-à-dire mesures liberticides contre les Français, fuite en avant vers la guerre, et qu'aujourd'hui, si on ne se dégage pas, et qu'on ne sort pas, et que ça sera l'enjeu de la présidentielle, eh bien nous ne résoudrons jamais nos problèmes. Et vu que la France fonce vers un mur, je dis, quand on fonce vers un mur et qu'on est sur le passager, sur le siège passager, eh bien, on reprend le volant. Une première pause, Nicolas Dupont-Aignan, et on revient dans un instant au Grand Rendez-vous. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous avec Nicolas Dupont-Aignan. Et pour son livre 2027, La liberté ou la mort, titre choc chez Fayard, avant de reprendre sur l'Europe, parce qu'il se pourrait que Jean-Luc Mélenchon s'officialise pour la candidature à la présidentielle 2027, puisqu'on était dans l'hypothèse d'un président fictionnel, enfin pas si fictionnel que ça, puisqu'il est devant moi. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui imagine prendre la parole devant les Français en disant il faut, comment dirais-je, remettre l'église au milieu du village et remettre surtout un pilote dans l'avion. Quand Jean-Luc Mélenchon, au 1er mai, dit « Nous sommes aujourd'hui à moins d'un an du deuxième tour de l'élection de 2027, moins d'un an, les petits amis, et dans moins d'un an, zou, on y va, zou les chaussures de marche, zou les stylos pour le porte-à-porte ». Qu'est-ce que ça donne un Jean-Luc Mélenchon en 2027 président ? Quel est l'état de la France avec Jean-Luc Mélenchon président, Nicolas Dupont-Aignan ? Un cauchemar, voilà. Un cauchemar, et c'est pourquoi il faut se battre. Mais dans le détail du cauchemar. Oh, je ne vais pas lui faire de la pub. Sur la question européenne. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir comment fonctionne la France avec Jean-Luc Mélenchon. Je n'ose même pas l'imaginer parce que vous connaissez très bien ce qu'il propose. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre point de vue, Nicolas. Mon point de vue, c'est clair, un cauchemar, et il faut se battre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que Jean-Luc Mélenchon se nourrit de l'impuissance publique, de la disparition du politique, de la disparition de l'espérance politique, de ce marigot, de ce marécage politique. Parce que il faut reconnaître que c'est un tribun, il faut reconnaître que c'est une personnalité. Il y a une espérance politique en sa personne, en l'occurrence. Mais bien évidemment. Il y a un vote en sa personne. Mais bien évidemment. Et pourquoi ? Parce que les autres ont tout abandonné, parce que les autres sont les gestionnaires d'un système qui est en train de mourir. Mais est-ce que votre analyse n'est pas un peu datée sur Mélenchon ? C'est-à-dire, vous nous le présentez comme un populiste d'avant-hier. Est-ce qu'aujourd'hui, Mélenchon, c'est pas l'espoir de la Nouvelle-France, l'espoir des mouvements décoloniaux, c'est la guerre civile, l'espoir de ceux qui considèrent aujourd'hui que la France doit changer de composition démocratique ? Mais parce que Jean-Luc Mélenchon est très cynique et il a compris qu'il devait s'appuyer sur... il a remplacé les classes laborieuses et les ouvriers par l'immigration. Et il en fait un Vous croyez que c'est du cynisme ? Vous n'avez pas l'impression que chez lui, il y a une forme de passion révolutionnaire ? Vous dites que c'est la guerre civile. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la guerre civile ? Parce que pour qu'il y ait guerre civile, il faudrait qu'il y ait des opposants. Il faudrait que le peuple se soulève contre justement l'élection de Jean-Luc Mélenchon. La question n'est pas simplement de faire de Jean-Luc Mélenchon un épouvantail. Il n'a pas besoin de nous pour être l'épouvantail, par ses prises de position, etc. La question est de bâtir une alternative. C'est ça l'enjeu. Donc moi, j'ai pas envie de parler, parce que il est très fort pour ça, pour faire parler de lui. Pendant ce temps-là, on parle de lui, et puis moi, on parle pas de moi ou d'un autre, ou d'une autre. En l'occurrence, c'est vous qui parlez. Non, mais je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas envie de me déterminer matin, midi et soir par rapport à Jean-Luc Mélenchon, pour une raison très simple, c'est qu'il va avoir assez de temps de parole, et que je crois que plus on le cible, plus il se grandit. Donc, tout le monde sait qu'il est dangereux, beaucoup de Français le rejettent, et ce qui est important, c'est pas avoir une élection présidentielle simplement de rejet, parce que vous remarquerez que si on en est là, le pays, c'est parce qu'on a eu des choix de rejet, et jamais de choix d'adhésion. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un choix d'adhésion patriote, de libération du pays. Dernière question sur Jean-Luc Mélenchon, ensuite on repasse sur votre rue, notamment la question européenne. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président, c'est la révolte ou c'est Courage Fillon ? J'en sais rien. Ça voudrait dire... Vous-même, vous faites quoi ? Ben moi, je ne vais pas fuir, jamais je fuirai mon pays.
Enfin, attendez, vous plaisantez. Non, mais je vous pose la question. Vous transformerez Vous me voyez en exil ? Jamais. Mais il faut combattre. Mais il vaut mieux combattre avant qu'après, en général. Mais prenons la présidentielle à partir d'un autre angle, le rapport à l'Europe. Donc vous nous dites, l'Europe, dans votre livre, l'Europe a changé de nature. C'était une logique d'anéantissement relatif des États, d'encadrement des États, de neutralisation des États, des nations. Vous dites là, elle porte aujourd'hui une étape de plus. Elle s'en prend directement aux individus. Elle cherche à mettre en place un nouveau modèle, notamment autour de tout ce qui est numérique et ainsi de suite. De quelle manière, pour vous, l'Europe a changé de nature ces dernières années? Et pourquoi vous inquiète-t-elle autrement aujourd'hui que dans les années 90? Parce que, et j'ai changé d'avis, pourquoi je pense aujourd'hui que la seule solution, c'est la sortie, et j'explique d'ailleurs comment on va sortir, et je suis convaincu que la France ne doit pas partir à l'anglaise. J'ai le chapitre 24, l'évasion ou la mutinerie, je veux pouvoir dissoudre l'Union européenne, et je suis convaincu qu'il y a d'autres pays qui nous suivront. Je suis convaincu que la France, fidèle à son histoire, peut libérer les peuples et reconstruire une Europe légère, gaullienne, de coopération, où chaque nation est libre. Mais ça, pourquoi j'en suis arrivé là? Voilà, ça c'est les années 90 ou 2000 maintenant. Oui, mais c'est quand même important de dire... On pourrait dire une Europe presque post-Covid. Oui, mais il faut sortir de la nostalgie. Là, maintenant, il faut agir. On ne sort pas pour sortir, on sort pour reconstruire quelque chose et pour trouver le bon axe des nations fortes, libres, qui se gèrent elles-mêmes, mais qui coopèrent entre elles. Et ça n'aurait jamais dû cesser d'être cela si notre classe politique n'avait pas été aussi lâche, et je raconte comment. Maintenant, la vraie question, pourquoi j'ai changé d'avis, que je pense que maintenant il faut se dégager le plus vite possible? Parce qu'on a bien vu depuis la crise Covid qu'un système bruxellois passe au-dessus des États, complètement au-dessus, et qu'il veut enchaîner les individus. Et vous avez cette dictature numérique qui est en train d'être mise en place, l'euro numérique, le carnet de santé numérique, le portefeuille numérique, le permis de conduire numérique. Pourquoi ça vous inquiète en particulier? Mais parce que c'est une société... un progrès technique. D'abord parce que ça veut dire que les États sont court-circuités, il n'y a plus d'État, il n'y a même plus de Banque de France, c'est direct, parce que ça veut dire que derrière, c'est le crédit social à la chinoise, ça veut dire que le porte-monnaie des Français, il faut bien comprendre, quand je vois les gamins payer chez le boulanger avec leur portable, et je me dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent une laisse autour d'eux. Parce qu'après, on nous expliquera que si vous avez consommé trop de viande chez le boucher, que si vous avez pris 4 fois l'avion, c'est pas bien. Et quand vous entendez Madame Loiseau, l'inénarrable Madame Loiseau, monsieur, comment il s'appelait là, l'ancien ministre, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui est commissaire au plan, j'ai oublié son nom. Bon, bref. Monsieur Séjourné? Non, monsieur Beaune. Clément Beaune. Mais ces gens sont dangereux. Quand vous entendez Emmanuel Macron nous expliquer, faire le tour de la presse régionale et nous expliquer qu'il faut censurer les contenus, ça veut dire que la France, c'est la liberté d'expression. Il y a un système totalitaire qui est en train de se mettre en place. Et ajoutez à ça la crise de la dette française. Ajoutez à ça la volonté de ce coup d'État fédéral. Ajoutez à ça cette volonté absolument d'entraîner l'Europe vers la guerre, qui est un suicide. Eh bien, je vous dis... Et je sais que les Français n'en ont pas conscience, mais je leur dis et je leur explique dans mon livre que si on continue à mettre la main et à subir cela, il n'y aura plus de France, plus d'Allemagne, plus rien. Il y aura un système qui ne marche pas. Parce que si ce système avait des résultats fabuleux, mais face à la Chine, il est piégé, c'est la déroute. En agriculture, ils négocient, vous avez vu le scandale du Mercosur, ils ont délégué les importations de viande à un géant brésilien. Madame Imar, qui est une députée d'ailleurs, je crois, LR, ou je ne sais plus de quelle... Céline Imar. Ouais, elle a écrit... Qui est agricultrice aussi. Elle a écrit un très bon article là-dessus. Donc, quand on voit un pays comme le nôtre, qui est enchaîné, qui ne peut plus se défendre... Donc il faut sortir de l'Europe. Il faut acter... Avec quel pays il faut du coup s'associer? Parce que vous dites qu'il faut sortir de l'Europe, mais pas tout seul. Des coopérations. Mais on va d'abord... J'explique dans mon bouquin 3 phases. D'abord, on arrive, on ne paye plus les 15 milliards nets. Ça nous coûte 15 milliards nets chaque année. Donc on arrête, on ne paye plus. Ensuite, on rétablit nos frontières. On rétablit la primauté du droit français sur le droit européen. Et on n'obéit plus aux oukases de la Commission. Ça, on le fait dans la première journée. C'est le fameux braquage de la Commission européenne. C'est le scandale. Vous imaginez les réactions. Et on va à Bruxelles et on dit la France va partir. Maintenant, on veut bien reconstruire une Europe légère avec les pays qui le voudront. Ceux qui veulent nous suivent. S'il n'y a personne, eh ben, nous serons seuls, mais nous serons libres. Et à terme, nous appellerons les gouvernements, les peuples. Le système se décomposera et nous reconstruirons quelque chose. Mais je suis convaincu qu'on ne sera pas seul. Je suis convaincu que même en Allemagne, il se pose des questions sur ce système fou.
En tout cas, dans d'autres pays. Et le rôle de la France, c'est à un moment de dire on ne joue plus. On ouvre la cage. On ouvre la cage, on enlève la fiction de cette organisation. Alors justement. Comme disait Chirac, vous croyez que Bruxelles va envoyer des chars contre Paris ? Mais à un moment, il faut reprendre notre liberté. Vous avez lu comme moi une étude du CEVIPOF en décembre dernier qui interrogeait les Français. Le problème, c'était pas forcément le pouvoir d'achat ou l'insécurité, c'était le désordre politique et les hauts responsables politiques. Quand on vous lit, et justement, notamment à la fin du livre, c'est pas forcément un président de la République qu'il nous faudrait, c'est un DAF, c'est un directeur administratif et financier. Vous proposez un commissariat au plan pour la stratégie, une délégation à l'aménagement du territoire pour à la fois simplifier les normes et la fiscalité. Et puis ensuite, effectivement, et vous l'avez rappelé, la sortie de l'Union européenne ou une sortie de la zone euro. Aujourd'hui, plane encore, on l'a comment dirais-je, apaisé, mais parce que les agences de notation ont été clémentes, mais plane toujours la tutelle du FMI. Est-ce que finalement la tutelle du Fonds monétaire national ne serait pas un mal pour un bien ? Alors, vous posez une question, la vraie question. Ce que j'explique, c'est une question de directeur administratif et financier que je ne suis pas. Pas seulement. Voilà. J'explique dans mon bouquin que la sortie que je propose, la libération, c'est plutôt une libération politique, n'est pas suffisante. C'est un préalable. Et la troisième partie du bouquin, et vous l'avez lu, c'est un traitement de choc. Une fois qu'on est libre, on peut sortir de l'Union européenne et puis s'avachir. On peut sortir pour faire n'importe quoi. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux prévenir les Français qu'on rétablit la démocratie, c'est-à-dire le référendum, et on gouverne par référendum sur les grandes réformes. On reprend notre indépendance et on reconstruit une Europe légère. Et on atténue les finances publiques qui sont de 1 700 milliards chaque année, dont 1 000 milliards de dépenses sociales. Et vous avez vu qu'il y a 3 étapes. Ouais. L'état d'urgence pour rétablir l'ordre dans les banlieues, saisir les armes, fermer nos frontières aux narcotrafiquants, état d'urgence. On ne peut pas le faire avec les lois existantes. Deuxièmement, un grand plan du produire en France pour toutes les aides aux entreprises, les 200 milliards d'aides aux entreprises. 211 milliards. On arrête, on les recentre uniquement sur les entreprises qui relocalisent, qui produisent, qui font des efforts. On arrête de distribuer des subventions à des entreprises qui sont des importateurs permanents. Et qui font des OPA sur les boîtes. Etc. Et troisièmement, on remet de l'ordre dans nos comptes avec 50 milliards immédiats d'économies en enlevant les vaches à lait du système. Et la suite, dans un instant, et je vais vous dire au grand rendez-vous avec Nicolas Dupont-Aignan. À tout de suite. Toujours sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Nicolas Dupont-Aignan et son dernier livre 2027, La liberté ou la mort, publié chez Fayard. Vous aussi, parce qu'ils sont nombreux, vous voulez remettre les Français au travail. Les Français à temps plein travaillent 1664 heures par an. C'est 200 de moins que les Allemands. Vous voulez peut-être revenir sur ce sujet. Le Figaro, cette semaine, montrait à quel point le clivage était prégnant entre la gauche et la droite, avec la gauche qui veut toujours faire moins travailler les Français et la droite qui veut faire travailler les Français plus. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les Français ont compris la situation, qu'il faut travailler davantage pour sauver le pays, ou est-ce qu'ils vont se coucher dans un déni avec de l'électoralisme aussi qui va leur faire de la flûte traversière en disant vous travaillerez moins mais ça ira quand même puisqu'on va ponctionner les plus riches? Moi je vais vous surprendre, peut-être vous choquer. Je pense que c'est un faux débat. Je pense que les Français, ils rêvent de travailler. Il faut qu'il y ait du boulot, peut-être, pour travailler. Et il faut que le boulot paye. Et il faut que le boulot paye. Donc, la vraie question... Pourquoi je pense que la vraie question, c'est pas ce débat, qui est un débat, en fait, de la classe politique qui nous a mis dans le mur. Et à cet égard, Gabriel Attal est le comble du cynisme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai été stupéfait. Cet homme a soutenu Emmanuel Macron, il a été ministre, il a été Premier ministre, il est responsable de tous les choix qui ont été faits, des 1300 milliards de dettes, et il vient de nous donner des leçons aux Français. Vous 1300 milliards de dettes supplémentaires. Oui. Et vous ne travaillez pas assez, etc. Il n'a jamais travaillé de sa vie vraiment. Vous ne travaillez pas assez. Non mais on est chez les fous. Et tout le monde l'a suivi. Tout le système médiatique est tombé dans le panneau. La vraie question, c'est la production. Pourquoi je fais une fixation sur la production en France? Pour moi, les 2 gros problèmes, c'est rétablir l'ordre et produire en France. Produire en France, si vous voulez que les Français travaillent, il ne faut pas qu'ils soient au chômage à 52 ans. Si vous voulez que les Français acceptent même la réforme des retraites, il faut peut-être qu'ils ne soient pas au RSA quand on leur dit vous allez travailler jusqu'à 64 ans. D'ailleurs, la retraite à taux plein en France, contrairement à ce qu'on dit, elle est à 67 ans. Donc moi, j'en ai un peu assez de ce discours qui veut culpabiliser les Français
parce qu'on a laissé l'effondrement industriel. Vous savez à combien on est aujourd'hui ? On est à 9% du PIB français dans l'industrie, si on enlève le bâtiment et les travaux publics. On est au niveau de Malte. Donc c'est insupportable pour moi, ce discours. Les 35 heures ont quand même pesé justement sur la productivité française. Vous avez raison. Mais maintenant, la vraie question, c'est de se protéger avec un protectionnisme minimum et aussi parallèlement, c'est vrai, et je propose de supprimer les impôts de production pour se mettre au niveau de l'Allemagne, parce que là, c'est ceux qui sont en France, les usines qui sont en France. Je propose concrètement de sortir du marché européen de l'électricité, qui est une honte absolue, qui est du racket. Gros chapitre là-dessus, et puis vous y revenez plusieurs fois dans le livre. Mais d'ailleurs, ce qui est quand même fascinant aussi, et je vais revenir sur le travail, c'est fascinant quand même la vie politique française. Tout le monde dit que l'Union européenne ne marche pas. Même M. Le Maire, j'ai découvert l'énénarame M. Le Maire, qui nous dit l'État profond, c'est Bruxelles. Mais personne ne veut bouleverser les règles. Sur le marché européen de l'électricité, on peut sortir de ce marché, même sans sortir de l'Union. L'Espagne et le Portugal l'ont fait. Ils l'ont fait juste pendant un an. Hein. Oui, nous, on peut le faire à vie. Suspendu le temps d'une crise. Eh bien, nous, on doit le faire définitivement. On a une industrie nucléaire qui produit à bas coût. Et on met des taxes sur l'essence, sur l'électricité, pour financer des éoliennes qui produisent en offshore, c'est-à-dire dans la mer, à 198 € le mégawatt à Saint-Brieuc, c'est-à-dire 4 fois le prix du nucléaire. Et les Français se saignent, ne peuvent pas aller travailler parce que vous avez un conflit d'intérêts gigantesque, vous avez une oligarchie, vous avez des sociétés étrangères qui se gavent d'argent français. Donc moi, je veux bien que les Français, ils travailleront le jour où on fera le ménage. Et tout à l'heure, je vous parlais des vaches à lait. Comment je redresse le pays ? On peut redresser le pays sans faire souffrir les Français. Vous arrêtez les 15 milliards à l'Union européenne, net. Vous arrêtez de donner des milliards à l'Ukraine. On a donné 17 milliards la semaine dernière, sous forme d'un prêt qui ne sera jamais remboursé. 90 milliards de l'Union européenne, 17 milliards pour la France. Et les engagements français vont jusqu'à 70 milliards si vous comptez tout. Vous arrêtez. Non, il faut arrêter. Parce que la France, elle est en train de crever. Et moi, je m'occupe de la France avant de l'Ukraine. Troisième point, il faut arrêter les agences d'État où des hauts fonctionnaires se gavent d'argent public. On a défait les ministères, et il y a eu plein de rapports sur les agences d'État. Il faut fermer l'ADEME, il faut fermer toutes ces agences. C'est 10 milliards. Et puis j'en ai d'autres, si vous voulez. Non, mais vous avez les fausses cartes vitales, vous avez l'immigration. Ouais. Vous avez parlé des 211 milliards notamment. 211 milliards de subventions diverses pour les entreprises. Une forme de clin d'œil à l'histoire, c'est-à-dire que vous connaissez cette doctrine autrefois, le socialisme dans un seul pays. Alors à vous entendre, c'est le libéralisme dans un seul pays, c'est-à-dire protectionnisme, mais libéralisation à l'intérieur. Est-ce que ce serait une correcte description de votre position ? Donc, protectionnisme maximal, libéralisation maximale à l'intérieur. Ma conviction profonde, c'est que la mondialisation, elle existe, on ne la changera pas. C'est pas la France, là pour le coup, toute seule, qui va changer la mondialisation. En gros, des frontières, moins de règles et moins d'impôts. Face à ça, je pense qu'un pays libre, c'est un pays qui sait se protéger, mais qui sait aussi se muscler. Et j'ai tout un chapitre sur mon produire en France, précis, avec des mesures, j'allais dire, de musculation, baisse de l'impôt de production, crédit impôt production. Pour la robotique, par exemple, la Chine va nous balayer en robotique, investissement dans la science, mais parallèlement, savoir se protéger. Par exemple, la commande publique, on est le seul pays au monde, même l'Allemagne triche avec toutes les règles européennes de la commande publique, on est le seul pays au monde avec des fonctionnaires qui nous obligent à acheter étranger, alors qu'on pourrait très bien acheter français. Aujourd'hui, le journal du dimanche titre « Face à Alger, la France humiliée ». Est-ce que vous vous comptez parmi les maboules, Nicolas Dupont-Aignan ? Moi, je suis de plus en plus inquiet, et sans tomber dans la diffamation à l'égard du chef de l'État, je me demande, je m'interroge, savoir qui est le vrai maboule dans l'affaire. C'est-à-dire ? Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que traiter de maboule, déjà, c'est pour un président de la République. Enfin, moi, j'aimerais qu'on sorte de ça aussi. J'aimerais un jour qu'on ait un président de la République un peu digne. Bref. Mais traiter de maboule ceux qui défendent l'intérêt de la France, c'est quand même incroyable. C'est un renversement de valeur et c'est tout à fait symbolique de ce qu'on vit depuis des années, ce qui est insupportable avec le macronisme, en fait. En fait, le problème de fond, c'est que le macronisme, c'est l'arrogance et le mépris permanent dans une inversion des valeurs incroyable.
C'est-à-dire le président dit de la République, ou le dit président d'une République en faillite, traite de maboules des gens qui veulent défendre l'intérêt du pays pour pouvoir expulser des étrangers délinquants, face à un régime que je ne confonds pas avec le peuple algérien. Il y a un grand peuple algérien courageux, mais il y a un régime algérien qui veut mettre en prison des auteurs algériens d'ailleurs. Et vous savez, le peuple algérien a besoin d'une France qui dit la vérité. C'est insupportable, voilà, c'est insupportable. Bon, j'espère que ce sera bientôt fini. Il nous reste plus Quel serait l'intérêt de la France conduite par Nicolas Dupont-Aignan face à l'Algérie ? Très simple, dénonciation des accords de 68, immédiate. Gabriel Attal aussi le propose. Oui, vous parliez de Gabriel Attal. Comme quoi, il y a des miracles. Et puis, renégociation de tout à plat, dans un esprit de respect du peuple algérien, mais de vérité. Mais il y a encore un dialogue avec l'Algérie. Laurent Nunez, justement, dit depuis qu'il est au ministère, il a rétabli les relations avec Alger, contrairement à Bruno Retailleau. Oui. C'est ce que dit l'actuel ministre de l'Intérieur. Oui. Je ne ferai pas de commentaire. Laurent Nunez, en fait, s'applique systématiquement à défaire ce que Bruno Retailleau a fait. Voilà. Bon. Donc, mais bon, tout ça, ça restera dans les... Mais je me permets... C'est pathétique. Pardonnez-moi, c'est pathétique. Est-ce que le rapport avec l'Algérie n'est pas révélateur, bien au-delà d'Emmanuel Macron, d'une tendance lourde dans la politique française? C'est-à-dire quand, depuis une trentaine d'années, on a développé le syndrome de la repentance post-coloniale. C'est-à-dire, fondamentalement, on assimile... Emmanuel Macron a été peut-être le plus loin en parlant de crimes contre l'humanité pour parler de la colonisation, mais ce n'est pas le seul à avoir parlé dans cet état d'esprit. Est-ce que ce n'est pas, encore une fois, le fruit d'une dérive qui va bien au-delà d'Emmanuel Macron? Oui, sans doute. Mais je crois que le problème, en fait, si vous voulez, je pense qu'on a tous ces débats parce que le pays est à l'arrêt. Le jour où on retrouvera un pays qui est d'abord fier de lui-même, enfin non, plus exactement, le jour où on retrouvera un pays souverain qui a une marge de manœuvre pour agir, le jour où la France pensera par elle-même le monde, tout ça va s'évacuer très vite parce que les Algériens, comme les autres, verront qu'il y a une France qui existe. Le problème, c'est que le monde voit une France qui a disparu. Mais ce que vous dites, c'est qu'en 2027, il y a un risque que le pays soit encore à l'arrêt pour les 5 années à venir. Oui, mais parce que, en fait, et pourquoi je suis candidat à la présidentielle, très franchement? Parce que je veux arrêter avec cette politique du moindre mot. Parce que même le Rassemblement national est rentré dans le moule général. C'est-à-dire le moule où il ne faut pas déplaire à l'esprit ambiant. Et l'esprit ambiant, c'est un esprit, en fait, de démission générale. Mais il y a un changement pour vous, cela dit, là-dedans. Parce que normalement, votre position dans le système politique français, il y avait en place le bloc LR, il y avait le bloc national, et vous étiez dans cet entre-deux qui cherchait à dégager un espace. Si je vous comprends bien, vous êtes dégagé de cet entre-deux et vous avez débordé sur la marge contestataire, disons ça ici, le RN aujourd'hui. En fait, je pense que le RN dit des choses très justes. Quand j'entends des discours, je suis d'accord sur beaucoup de choses. Quand j'entends Bruno Retailleau, je me dis, mais il a raison sur plein de trucs. Mais le problème, c'est qu'aucun des deux, s'ils sont tous les deux candidats, je ne sais pas quel sera le candidat du RN, aucun des deux ne veulent prendre à bras-le-corps la question clé qui est celle de la démocratie, c'est-à-dire du référendum et de la souveraineté. Bruno Retailleau en appelle pourtant au référendum. Un peu, c'est vrai. L'immigration notamment. Vous ne plus à la de moins en moins. Parlementaire du coup, parce que dans votre livre, vous dites que vous voulez faire plusieurs référendums si vous êtes élu président de la République. Et donc, il y a toute une série de référendums pour permettre de faire passer vos réformes. Et donc, en fait, on ne s'appuie plus sur le Parlement. Il doit y avoir des législatives juste après la présidentielle, c'est parce que vous avez peur de ne pas avoir de majorité, donc on passe directement par des référendums et non plus par les députés. Même si vous dites qu'il faut redonner le pouvoir aux communes et aux départements, c'est-à-dire aux députés et aux maires. Attendez, plein de questions. La première, c'est, oui, pour faire de grosses économies, je veux supprimer les régions, les intercommunalités, revenir au bloc commune-département pour que le monde rural renaisse. Et une vraie politique d'aménagement du territoire, mais c'est un autre problème. Sur le Parlement, bien sûr qu'il y a un Parlement, mais vous avez bien vu dans le système actuel politicien du régime des partis politiques, c'est seulement par le référendum et l'appel au peuple qu'on arrivera à débloquer la France. Rien ne se passera par le Parlement parce qu'il est sous la domination des juges du Conseil constitutionnel. On pourra contourner le Conseil constitutionnel par le référendum. Et oui, je propose une réforme sur l'immigration, un référendum sur le code pénal, un référendum sur la réforme éducative, un référendum sur les économies. La seule chose que vous ne proposez pas, c'est de supprimer le Conseil constitutionnel parce que c'est impossible.
Mais on pourra le supprimer par référendum. Je propose même le RIC constituant. Je propose un système à la Suisse. Je propose que les Français, avec 1 million de signatures, puissent mettre sur la table un référendum. On ne redressera pas la France contre les Français. On redressera la France avec les Français. Très modestement, dans ma petite commune de Hyères, 30 000 habitants que j'ai prise en faillite il y a 30 ans, on a divisé la dette par 2. Vous imaginez, pendant que l'État l'a multiplié par je ne sais pas combien. On a réussi, pourquoi? Pas parce que j'étais seul. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il y aura les Français qui, à un moment, prennent conscience qu'au-delà des partis politiques, il y a quelques réformes fondamentales à voter. Et c'est à eux de choisir. S'ils veulent que la France crève, eh ben, ils crèveront avec. Nicolas. Mais il faut leur dire, il y a un autre choix. Il y a un autre choix possible. Nicolas Dupont-Aignan est notre invité au Grand Rendez-vous sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Dernière partie du Grand Rendez-vous sur CNews et sur Europe 1 en partenariat avec Les Échos, avec Nicolas Dupont-Aignan, son dernier livre, La liberté ou la mort, 2027 chez Fayard. Sondage CSA pour CNews, le JDD et Europe 1, daté de samedi dernier. 78% des Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Ça passe évidemment par les questions du carburant, Clémence Lemestre. Oui, justement, sur le carburant explose. Il va de nouveau y avoir une réunion demain à Bercy pour les professions à qui ça pose problème. Quelle est votre position? Il y en a certains qui disent qu'il faut baisser les certificats d'économie d'énergie, d'autres qui disent qu'il faut baisser les taxes, certains qui disent qu'il faut taxer au contraire Total et ses super profits. Vous vous situez où il ne faut juste rien faire? Il faut d'urgence baisser les taxes. Nous sommes le pays qui raquette le plus les automobilistes. Aujourd'hui, vous avez des millions de Français pour qui c'est plus intéressant d'aller travailler. Ils peuvent plus vivre. Enfin, c'est dramatique, la situation dans le monde rural, notamment dans les petites villes. Deuxièmement, la croissance est à l'arrêt. Parce que ça agit comme un frein. Donc, il faut d'urgence baisser les taxes. J'ai proposé depuis le début 3 mesures simples. 1, on supprime la TVA sur la taxe. On est un pays maboule, pour le coup, qui taxe la TVA, qui a une TVA sur la taxe, 13 centimes. Il faut supprimer les certificats d'économie d'énergie qui sont une usine à gaz. Supprimer ou les mettre entre parenthèses le temps de la crise? On les suspend. On les suspend, mais tout de suite. C'est une usine à gaz. Ce sont des milliards, 17 centimes, des milliards gaspillés pour le délire d'une transition écologique qui sert des intérêts privés. Donc, là, c'est 17 en plus, 21 pour le gazole ou l'inverse. Ça fait 30 centimes. Les 4 centimes du surplus que gagne l'État, on peut arriver à 34-40 centimes très vite. Il faut alléger. Mais je vais vous faire une révélation quand même. J'ai regardé, en 2011, le prix du baril était moins élevé qu'aujourd'hui. Était plus élevé qu'aujourd'hui, pardon. Il est aujourd'hui moins élevé qu'en 2011. Et il y avait un effet de change, euro-dollar, mais quand même. Et en fait, depuis 2011, les taxes sur le carburant ont explosé. Donc, l'État a besoin d'argent. Ah, mais l'État a besoin d'argent parce qu'il donne des milliards à Zelensky, il donne des milliards à Van der Leyen, il donne des milliards en fausses cartes vitales. Il ne sait pas gérer l'argent public. Et j'estime que quand la France et les Français ne peuvent plus aller travailler, eh bien, l'urgence est d'aider les Français. Et de surcroît, ça sera bon pour la consommation parce que ça évitera d'appuyer sur le frein en pleine période de crise. Et si on a une croissance zéro, encore 3 mois, vous allez voir l'effondrement des recettes fiscales, l'aggravation du déficit. Il y a une baisse de la consommation de carburant, en fait, qui a chuté au mois d'avril, et donc moins de rentrée fiscale. Mais il y a une hausse des... pas aidé, en fait. Parce que là, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il aide quand même les gros rouleurs. C'est n'importe quoi, madame. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 60% de taxes. Et un pays qui met 60% de taxes sur un litre d'essence invente un système bureaucratique avec des fonctionnaires, des procédures, des décrets. Vous avez vu les conditions? Alors si vous avez moins de 11 000 ou 17 000 euros d'impôts, de revenus, mais si vous avez des enfants, c'est plus. Mais alors c'est 15 km. Alors si vous travaillez à 14 km, vous n'avez pas le droit d'aide. Mais ces gens sont devenus fous. Ce sont des dingues qui nous gouvernent pour le coup. Mathieu Bocoté. Vous noterez qu'on ne peut pas parler du carburant en ce moment sans parler du contexte international qui a une influence majeure là-dessus, ce qui se passe en Iran. Vous voyez cette situation, est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une période de crise durable qui fait que peu importe ce qu'on fera, la hausse du carburant, et demain la pénurie, et demain le rationnement sont à l'horizon? Et les engrais aussi pour les agriculteurs. Il faut s'y préparer parce que j'ai l'inquiétude, mais ce n'est qu'une inquiétude, et j'espère que ça ne sera pas le cas, que finalement Donald Trump se dit: les grandes victimes de cette crise, la Chine, mais la Chine va prendre le pétrole russe et le gaz russe, donc ils vont se démerder très bien, pardonnez-moi l'expression, et puis l'Europe.
Ce qui me hante... Ça, il a dit dès le début que ce n'était pas son problème. Oui. Ouais. Ce qui me hante, et c'est là où on a des dirigeants européens qui sont complètement dangereux, qui sont vraiment dangereux, c'est que dans la vie politique, un dirigeant d'État n'a que des choix difficiles. Et pourquoi, fondamentalement, je veux la paix en Ukraine ? Et je pense qu'on doit se dégager de ce conflit. C'est parce que l'Europe, si elle cumule le blocage d'Ormuz, la suppression des importations de gaz russe, qui était quand même 3 fois moins cher que le gaz naturel liquéfié américain, va être dans un désastre industriel et économique qui peut la faire sortir de l'histoire. Regardez ce qui se passe en Allemagne, mais quelle est votre position ? Italie. Quelle est votre position ? Parce que le trend de Donald Trump, c'est qu'il faut récupérer l'uranium enrichi des Iraniens. Oui, ça, c'est la première des choses, parce que sinon, il y a un impact, un risque nucléaire. Oui, alors, attendez, je vais revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, quand un pays est en faillite, quand un pays est menacé de disparition, toute l'histoire de France, même les rois de France, la première chose qu'ils faisaient, c'est cesser les aventures extérieures, se concentrer sur nos défis intérieurs. Je veux la paix pour la France parce que je veux que la France se concentre sur ses... Emmanuel Macron n'est pas engagé dans la guerre en Iran. Non, mais il nous dépense des milliards et il alimente une guerre en Ukraine, alors que les États-Unis, pour le coup, ont une bonne politique et veulent la paix en Ukraine. Parlons de ça. Oui, parce que vous ne pouvez pas affronter 2 conflits et 2 contraintes en même temps. Nous sommes pris en étau. Donc je regarde ce qu'on pourrait déjà se dégager. Ensuite, sur le programme iranien, qu'on bombarde les forces nucléaires iraniennes. Oui, je l'ai approuvé c'était au mois de juin de mémoire. Qu'on se lance pendant la guerre des 12 jours. Voilà, qu'on se lance dans cette guerre, je l'ai désapprouvé dès le début. Oui. J'ai été très minoritaire, parce que vous ne pouvez rentrer dans cette guerre que si vous prévoyez une intervention terrestre. Aucun régime n'est tombé sans intervention terrestre. Or, tout le monde sait que Trump n'ira pas à l'intervention terrestre parce qu'il ne le peut pas. Moi, attendez, faut voir. Hein, écoutez, on verra. Cas, on se reverra, on s'en reparlera, parce que pour l'instant, c'est vraiment imprécis. En tout cas, aller dans une intervention terrestre face à un pays de 96 millions d'habitants qu'est l'Iran, j'entends bien. Et on peut être là aussi, attention, c'est des affaires sérieuses. Donc, une chose est de détruire le programme nucléaire. Il est détruit. Une chose est nôtre de déstabiliser un régime sans aller sur terre. Et je déteste ce régime. C'est un régime abominable, mais le seul résultat des bombardements... C'est le paradoxe, c'est que le fait de faire tomber le régime est la dernière des préoccupations des dirigeants. D'abord, il y a l'uranium, ensuite il y a le détroit d'Ormuz avec les histoires de carburant, et ensuite, éventuellement, le régime des Mollahs qui pourrait tomber. Arrêtez de rêver la vie. Parce que vous ne déstabilisez pas... C'est les Anglais qui disent « you can't play God », vous ne pouvez pas jouer à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire tomber un régime en bombardant sa population. Ça a l'effet inverse. Alors, et je suis désolé de le dire, on en a l'expérience. Est-ce que vous voyez un engrenage dans cette région ? Au début, on ne croyait pas à l'intervention, elle arrive. Ensuite, on croit qu'elle va durer quelques jours, elle dure 40 jours. Est-ce que vous craignez demain que les grandes puissances finissent par s'affronter ? Je n'en sais rien, et j'ai la franchise de vous le dire, et je pense qu'aucun dirigeant politique du monde n'en sait rien. Même pas Donald Trump. Et deuxième point... Est-ce que le propre de l'engrenage ? La suite, c'est le drame. Ouais. C'est d'ailleurs le drame. Ouais. Je pense cependant que Donald Trump est face à des élections intermédiaires qui vont arriver, et que plus on va aboutir aux élections intermédiaires, plus le conflit va se fossiliser. Se fossiliser. Donald Trump a dit cette nuit que le conflit était terminé. Il a dit ça vendredi soir. Je pense que... Il a aussi dit qu'il était capable de pulvériser les Iraniens. Oui, mais on est dans la sémantique. Je pense que malheureusement, le régime iranien risque de tenir parce que plus on bombarde un peuple, plus il y a un effet patriotique, malheureusement. Et je pense que Donald Trump va être happé par la politique intérieure. Maintenant, ce n'est qu'un sentiment personnel. Et moi, je suis responsable de mon pays. Et je pense que mon pays doit prendre des dispositions d'urgence pour baisser le prix des carburants, supprimer les taxes sur l'électricité, avoir une électricité abordable, éviter une récession et une disparition de notre industrie qui est le moteur de la prospérité du pays. Et je m'occupe de la France, donc j'essaye, dans ce monde troublé, de trouver un chemin. L'autre front, c'est le front ukrainien. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure, il y a 3-4 minutes, parce qu'on donne de l'argent à Zelensky.
Qu'est-ce que vous inspire le personnage de Volodymyr Zelensky ? Vous le mettez en scène, alors c'est vraiment là pour le coup très fictionnel à la fin de votre livre, en disant il participe à la manifestation des mécontents aux côtés des dirigeants de France Télévisions, puisque vous aurez gardé que 2 chaînes, etc. Comment est-ce que vous le voyez lui-même ? Pas forcément le président de l'Ukraine, mais lui-même. J'ai l'impression qu'il vous agace. Non, c'est pas ça. Je suis français, donc je ne me permettrai pas d'intervenir dans la vie des pays. Moi, je suis souverainiste. Donc, je ne vais pas passer... Est-ce que lui aussi est un souverainiste ? Ce qui me choque... Est-ce que lui aussi est un souverainiste ? Sans doute. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est que les Français sont à la peine. Notre pays est menacé d'un désastre industriel. Et on donne des dizaines de milliards d'euros à un régime très corrompu, ça tout le monde le sait. Et quand on a vu, et tous les Français l'ont vu, qu'un oligarque ukrainien achetait 450 millions d'euros un appartement à Monaco après avoir acheté un yacht de 500 millions d'euros, on se dit, il y a une oligarchie ukrainienne, et tout le monde le dit et le voit, très corrompue, qui utilise l'argent et qui ferait mieux d'aider l'Ukraine. Par ailleurs, je pense que c'est une boucherie. On ne sait pas si c'est l'argent de l'Union européenne. Attendez, non, mais en tout cas, leur argent devrait aider l'Ukraine plus qu'à investir. C'est ça que vous voulez dire. Il devrait être patriote. Et deuxièmement, c'est une boucherie abominable qui, pour moi, est un vrai danger pour l'Europe entière, parce que c'est la plus grave erreur géopolitique du siècle, c'est-à-dire qu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, et que l'Union européenne et les pays d'Europe, sans les ressources naturelles russes, est menacée d'être une industrie de seconde zone. J'insiste sur les 20 prochaines années. La Chine est en train de bâtir une économie robotique, d'intelligence artificielle, qui va nous ramener au 19e siècle. Et on se trompe de priorité. C'est une tragédie, l'Ukraine. Mais pour le coup, Donald Trump a raison. Il est en train de faire un accord avec les Russes. Il est en train de s'emparer des terres rares. Il a compris que face à la Chine, il fallait se muscler. Et j'aimerais qu'on sorte de l'émotionnel pour aller à la raison d'État. C'est triste parfois, la raison d'État. Mais la France, aujourd'hui, mérite la raison d'État. Il nous reste une trentaine de secondes. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Est-ce que vous pensez aller chez Master Poulet ? Non. Voilà, parce que le poulet importé du Brésil par toutes ces chaînes, c'est un problème sanitaire, c'est un problème alimentaire, et pendant ce temps-là, il y a nos éleveurs qui crèvent, donc je veux les aider, mais ça exige bien sûr des règles, ça veut dire un minimum de protectionnisme. Et c'est quand même la journée du poulet, puisque c'est... Mais il y a du très bon poulet français, qui est plus cher malheureusement, mais il faut mieux aussi, là... Bon, c'est ce que vous allez... avoir à déjeuner. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, et en attendant vous pouvez lire 2027, La liberté ou la mort, publié chez Fayard. Très bon dimanche.